Secker, bonjour, nous sommes le 11 avril, je suis en Suisse, vous êtes en Floride, et nous sommes tous deux, j'imagine, en train de contempler le compte à rebours d'une éventuelle guerre d'envergure entre les États-Unis et peut-être la Russie. Or, vous vous en souvenez, nous avions envisagé des perspectives très différentes au lendemain de l'élection de Donald Trump il y a maintenant 18 mois. Selon vous, que s'est-il passé depuis pour que l'Amérique en soit arrivée là? Je crois que ce qui s'est passé immédiatement après l'arrivée de Trump à la Maison-Blanche, c'est un coup d'État réalisé par les néoconservateurs américains qui ont immédiatement obligé Trump à vider l'homme le plus important qu'il avait à côté de lui, à savoir le général Flynn, et qui ont continué à progressivement l'obliger, clairement ils l'ont menacé, soit par, je ne sais pas par quels moyens, ça peut être des moyens purement politiques, peut-être qu'ils l'ont même menacé autrement, ça il n'y a aucun moyen de savoir, mais ce qui est évident, c'est qu'ils l'ont obligé à faire concession sur concession, et Trump a montré qu'il n'avait aucun courage. Il n'a opposé aucune résistance. C'est tout à fait clair avec la façon dont il a accepté de trahir le général Flynn pour ce qui était, même si en théorie Flynn a commis une erreur, c'était une erreur minuscule, à savoir qu'il n'a pas informé le vice-président de la nature des contacts qu'il avait avec les Russes, ce qui en soi n'est même pas c'est même pas une faute, c'est une erreur. Il aurait pu simplement l'appeler dans son bureau, lui dire à l'avenir tu informeras le vice-président pleinement, ça aurait pu s'arrêter là. Ils l'ont vidé et ils ont vidé le deuxième élément, quelqu'un qui m'est d'ailleurs très antipathique, qui est Bannon, qui était son principal conseiller politique, que les néoconservateurs n'aimaient pas. Et en fait, à partir de là, c'était concession sur concession. Et ce que nous avons maintenant à la Maison-Blanche, c'est en fait, si vous voulez, une administration Hillary Clinton sous un autre nom avec une marionnette qui s'appelle Trump. C'est absolument un désastre total. C'est une trahison du point de vue de Trump de tout ce qu'il a promis durant sa campagne électorale. Et ça prouve encore une fois que deux choses. Un, le vrai pouvoir aux États-Unis est bien tenu par les néoconservateurs. Et deux, le système politique américain est irréformable et ce n'est absolument pas une démocratie. C'est pas du tout ce que les gens ont voté pour. Et ça fait des années que ça dure. Parce qu'avec Obama, les gens ont voté très clairement pour un arrêt des guerres facultatives et tout de suite il a escaladé la guerre en Afghanistan. Bush, le bébé Bush, le W, lui il avait promis une politique étrangère plus humble. La majorité des Américains n'a aucun désir de participer à ce genre d'aventure. Et on voit bien que chaque fois que les Américains votent pour A, ils obtiennent B. Bon, comment ça se traduit sur un plan intérieur? Est-ce qu'il y a d'abord une conscience de l'ampleur de cette trahison dans la population? Ensuite, nous venons de voir passer un sondage qui était fait par une université américaine qui révèle que 60% et un peu plus des Américains en moyenne sont, je mets entre guillemets, conspirationnistes dans la mesure où ils considèrent que ce sont des corps ou des instances non élues et non mandatées qui déterminent la politique de l'État. Est-ce que il y a une forme de réticence, de conscience au sein de la population vis-à-vis de cette évolution? Oui, absolument. Les gens, souvent, je vois en Europe, souvent les gens ne comprennent pas ce qui se passe ici. On se moque souvent des Américains pour leur ignorance. Ils sont incapables de différencier l'Irak et l'Iran, ou même identifier la Syrie sur une carte mondiale. C'est tout à fait vrai. Mais il n'est nul besoin d'être éduqué ou de connaître sa géographie pour voir des choses très simples qu'on voit ici. Deux exemples tout simples. Papa Bush avait une fois promis qu'il n'y aurait jamais d'impôts. Il a dit cette phrase fameuse « Read my lips, no new taxes », qui veut dire « Lisez ce que disent mes lèvres ». C'est une expression américaine pour dire « Écoutez bien ce que je vous dis, je vous promets qu'il n'y aura pas d'impôts ». Et ensuite, il les a augmentés. Et l'autre exemple qui est tout aussi clair, c'est toutes les promesses faites par exemple par Obama. Son slogan électoral, c'était Change you can believe in, donc le changement auquel on peut croire. Et ça a continué, ce qui fait que les gens, par exemple, ici mesurent ça. Disons, les gens qui aujourd'hui seraient à la retraite disent tous à leurs enfants, ce qui est vrai,
C'est qu'à l'époque où eux travaillaient, un père de famille pouvait facilement nourrir toute sa famille, avoir une assurance médicale, avoir une maison avec un garage de voiture et peut-être une petite maison de campagne ou un chalet ou une petite maison au bord de la mer pour les vacances. Ils avaient les vacances et la femme restait au foyer. Maintenant, je connais beaucoup de personnes qui n'ont soit pas d'assurance médicale, soit c'est une assurance médicale incroyablement mauvaise. Un Européen ne pourrait même pas imaginer ce que veut dire une assurance médicale américaine. Si ça vous intéresse de poser des détails, c'est une escroquerie totale. Et moi, je connais des jeunes couples où le mari et la femme, les deux ont 2 emplois, pas 1 et 2. Donc pour un foyer, ça fait 4 emplois à plein temps et n'ont pas d'assurance médicale et vivent sans aucune économie. Et quand ils peuvent acheter quelque chose, c'est par voie de crédit. Donc les gens comparent. Il n'y a pas besoin d'être très éduqué et d'avoir une bonne compréhension du système politique pour remarquer ce genre de choses. Donc ce qu'il y a, c'est un dégoût total et une haine pour l'État fédéral qui est quasiment totale. C'est pas du tout important de savoir si les gens sont effectivement mal formés, mal éduqués. La majorité des Américains ont un niveau d'éducation qui est catastrophique, qui est très très bas. Donc ils peuvent se considérer être plus ou moins droite et conservateurs ou plus ou moins gauche et libéraux, mais ça veut rien dire ici en fait. En réalité, il y a ceux qui croient à ce qu'on dit. C'est habituellement des gens qui sont plus aisés, ce sont des professionnels. Eux lisent la presse et sont complètement transformés en zombies. Ils croient n'importe quoi. J'en connais personnellement, des gens très gentils, mais qui bouffent tout, comme on dit. Et le reste, c'est une haine de l'État fédéral qui est énorme. Mais il n'arrive pas, cette haine, ce dégoût, ne se transforme pas en une théorie politique ou bien en une politique organisée contre l'État, parce que réellement, il n'y a pas d'option. Ici, la politique est dirigée par l'argent. Si vous n'êtes pas multimilliardaire, vous n'avez aucun moyen d'influencer la politique au niveau fédéral. Même au niveau de l'État ou des villes ou même des communes, c'est complètement corrompu. L'argent décide de tout. Donc les gens qui, justement, ont 4 emplois pour un foyer, n'ont absolument pas d'argent à mettre dedans. Ils n'ont pas l'énergie non plus. Ils travaillent tellement dur qu'ils n'ont pas le temps à s'organiser politiquement. Quant aux actions de protestation, etc., les flics américains, maintenant, ont une attitude totalement répressive. Les gens comprennent parfaitement qu'ils vont, au minimum, ils vont être tabassés, gazés, et au pire, ils vont se retrouver en prison parce qu'on pourra leur coller sur le dos toutes sortes de crimes. Ici, un acte, je veux dire, torcher par exemple, mettre le feu à un monument, ici, ça se considère un acte de terrorisme. Donc, en fait, ils n'ont pas d'option. C'est tout à fait réel. Même Américains, j'en connais aussi, qui sont parfaitement éduqués et qui comprennent ce qui se passe autour d'eux, n'ont pas d'option politique autre que celle de détester l'État fédéral. Ce que vous décrivez, c'est une véritable course à la paupérisation et à la prolétarisation de toute la population, pratiquement, sauf le haut du panier. C'est un tout petit peu plus compliqué ce qui se passe, et c'est pire. Il y a maintenant 3 groupes. Les extrêmement riches, les multimilliardaires, ensuite, disons des élites qui sont au service de ces multimilliardaires et millionnaires, les professionnels qui, pour l'instant, arrivent encore à joindre les 2 bouts, et la grande masse de la population qui est en fait en état de servitude. C'est une espèce de servitude féodale où, en fait, c'est des esclaves. Quelle est la proportion de ces 3 groupes en termes de pourcentage de population, à vue de nez? À vue de nez, parce que je ne sais pas exactement. Je dirais que ceux qui réellement sont des milliardaires, c'est un tout petit groupe, c'est beaucoup moins d'1%. Ensuite, il existe les millionnaires qui sont encore solidaires et qui espèrent devenir milliardaires. C'est un peu similaire à la situation en Ukraine. Je ne sais pas, peut-être un 10-15% de professionnels qui arrivent encore ensemble, mari et femme, à relativement bien vivre. Et puis tout le reste, c'est 80-70% de gens qui sont soit pauvres, soit en voie de paupérisation très rapide. Quelle est la perspective d'une telle société? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a, par exemple, un quelconque signe d'inversion de la tendance? Est-ce qu'il y a une capacité dans ce pays d'enrayer cette course à la tiers-mondisation? Non, je crois pas. Je crois que les exemples, pour moi, sont très clairement Clinton et Trump, qui les deux
ont promis, la grande promesse, c'était de réellement changer le pouvoir fédéral. Parce que il n'y a pas une haine similaire pour les gouverneurs ou pour, par exemple, les autorités municipales. C'est vraiment l'État fédéral qui est haï par tout le monde. De l'extrême droite à l'extrême gauche, tout le monde déteste les fédéraux. Et le système, le fédéral est tellement tenu par ce qu'on appelle le deep state, donc c'est le pouvoir réel, les oligarchies qui réellement prennent les décisions ici. C'est un système qui est absolument irréformable. Tout ce qu'il peut faire, c'est s'écrouler. Je crois que Trump, c'était vraiment la dernière chance d'obtenir des vrais changements. Et il a fallu moins d'un mois pour que le système le casse. Donc, non, je crois que le système est irréformable. Je pense que le scénario le plus probable, c'est une catastrophe externe, par voie de guerre. Oui, bien sûr, par voie de guerre. Suivi par une catastrophe financière, à savoir que maintenant, le système, pour l'instant, tient grâce à la planche à billets et le dollar. Donc, c'est une des raisons, c'est pas la seule, pourquoi les Américains ont besoin de créer le chaos partout sur la planète, parce que plus c'est chaotique, plus le dollar semble être une monnaie refuge et permet aux États de se sentir en relative sécurité. Mais réellement, le dollar tient grâce à la puissance militaire américaine qui, si besoin est, peut faire payer très cher un pays le refus de traiter les contrats d'énergie en dollars. Et c'est exactement ce que font les Chinois en ce moment. Et les Américains n'ont plus les moyens. Il n'y a plus d'ennemis, disons, il n'y a plus de grenades. C'est pas Panama, c'est pas l'Irak. C'est la Chine. C'est pas la Libye, c'est la Chine, l'Iran, la Corée du Nord ou la Russie. Ce sont pas des États que les Américains peuvent attaquer. Donc, en fait, l'instrument militaire n'est plus utilisable, en tout cas de façon constructive, et ça leur laisse plus rien. Et dès que en fait le reste de la planète cessera de financer la planche à billets américaine, tout le système s'écroule. Et moi, je pense qu'il est probable qu'en fait l'État fédéral même s'écroule et que les États eux-mêmes commencent à dire écoutez, on en a marre du système fédéral. Et en plus, ils sont pas d'accord entre eux. Si on compare disons la culture politique d'un Vermont qui est libertaire à gauche avec une Californie qui est une espèce d'État, soit avec ce qui se passe juste dans l'État d'à côté, l'Oregon, ou le Texas qui serait un pays à lui-même, ou encore la Floride, ou le Mississippi et New York, ils n'ont pas grand-chose en commun en réalité. Et tous ces gens-là veulent suivre des voies de développement qui sont franchement pas très compatibles. Donc je pense qu'à long terme, on va vers un éclatement du pays. Mais avec l'étape que vous avez mentionnée, qui est le recours à la guerre extérieure. Je pense que c'est pratiquement inévitable parce que je ne vois pas les élites américaines dire d'accord, nous sommes en voie de déclin, nous allons négocier ça parce que nous sommes encore très puissants. Ça, c'était mon grand espoir avec Trump, c'est qu'ils disent d'accord, bon, nous sommes en voie de déclin, l'Empire est en train de se casser la figure, mais comme nous sommes encore un pays très puissant, nous pouvons négocier cela au maximum de notre avantage. Parce qu'en fait, personne sur la planète n'a intérêt à une catastrophe financière ou militaire avec les États-Unis. Si les États-Unis, tout d'un coup, l'économie américaine réellement nous refait une crise majeure, ça ne sera pas bon pour le reste de la planète non plus. Je ne parle même pas des risques de guerre. Bien entendu. Donc en vérité, logiquement, tout le monde devrait essayer comment dirais-je ça, d'essayer d'obtenir un atterrissage en douceur. Malheureusement, ce n'est pas ce qui se passe. Non, c'est pas ce qui se passe. Et puis, il semble aussi, mais enfin, vous le savez mieux que nous, que les volte-face de Trump ne sont pas visibles seulement sur le plan extérieur, mais également sur le plan intérieur. Le dernier budget, par exemple, ne reflète absolument rien de ses promesses, semble-t-il. Tout à fait. Et la guerre maintenant qu'il a entrepris avec la Chine, c'est une folie pure. Je veux dire, ça n'en a aucun. Mais tout ce qu'il fait, hein, son mur avec le Mexique, etc., c'est une catastrophe totale. Je pense que si on devait décrire une personnalité collective, non seulement c'est des psychopathes, au sens qu'ils sont absolument incapables d'avoir de l'empathie avec les autres, ils n'ont aucun sens éthique ou moral. En plus, ils n'ont aucun contact avec la réalité et ça va finir en catastrophe tout ça, parce que ces gens-là sont incapables de décisions rationnelles. C'est ça qui me fait le plus peur. La dernière folie qu'il semble vouloir entreprendre, et là on est peut-être dans les dernières heures de calme avant la tempête,
c'est d'un seul coup, au moment où la situation est en voie de stabilisation en Syrie, remettre tout en jeu et se mettre à bombarder ce pays pour un empoisonnement tout à fait suspect et dont la responsabilité du côté du gouvernement syrien n'est de loin pas prouvée. Comment voyez-vous l'évolution des 72 prochaines heures, par exemple? Je pense qu'une attaque aura lieu. La seule question, c'est de savoir quelles seront les cibles choisies et donc les conséquences de cette attaque. Mais je pense qu'une attaque est inévitable, tout simplement parce que le droit international, les faits n'ont absolument aucune importance pour la Maison-Blanche, ça n'intéresse mais alors personne. Il n'y a même pas de preuve qu'une attaque chimique ait eu lieu. Et si elle a eu lieu, elle a été annoncée il y a plus de 3 semaines, il y a 1 mois maintenant, par Nikki Haley aux Nations Unies, qui a dit, et les Russes ont ensuite dénoncé ça, ils ont absolument prévu qu'effectivement une attaque sous faux drapeau était en voie d'organisation. Nous l'avons maintenant, c'est risible. Un enfant de 5 ans pourrait comprendre que c'est absolument ridicule, mais je pense que ça n'a aucune importance. Donc la seule question, c'est maintenant les négociations internes à l'administration américaine entre les militaires et les différents responsables, à savoir la liste des cibles et l'amplitude de ces attaques. Ça va de l'attaque complètement symbolique sur une base syrienne avec, comme la dernière fois, une 50aine de missiles peut-être, à une attaque au pire sur tout le pays, et dans ce cas-là, il y aura une réponse militaire russe garantie. Donc il y aurait une riposte sur les sources? Sur les sources ou même sur d'autres objectifs militaires américains. De ce point de vue-là, j'aurais jamais cru voir en arriver là, mais je suis les discussions, les différents les experts en Russie, etc. Le pays est unanime. Trop, c'est trop. Ceci est intolérable. Et nous allons répondre. Je veux dire, je pense qu'il y a réellement un risque d'attaque sur les navires américains, sur les avions lanceurs, mais même sur les bases américaines. Tout dépend de l'ampleur de l'attaque américaine. Mais en principe, je veux dire, sur la question fondamentale qu'il faut se poser, c'est la suivante. Les Russes sont-ils prêts à répondre à toute attaque américaine, y compris au risque d'une guerre mondiale avec les États-Unis? La réponse en ce moment est absolument oui. Oui. Oui, ils ont pris la décision est tout à fait claire. Il y a même plus d'opposition à ça en Russie. Même les libéraux qui habituellement sont toujours là en train de gna 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 gna, il faut pas. Même eux, soit se taisent, soit disent effectivement on en est arrivé trop loin. Ce que vous citez, évidemment, ce sont des débats internes à la société russe, mais qui sont officieux. D'un point de vue officiel, on ne sait pas exactement quelle serait la riposte. Si. Il y a eu des déclarations du chef d'état-major, du ministre de la Défense, de l'ambassadeur russe en Iran, de même de Poutine. Je veux dire, la riposte a été clairement annoncée qu'il y aura une riposte militaire. Alors, je pense que les Russes ne sont pas fous. Je veux dire, ils ne vont pas. Si le scénario l'attaque est similaire à ce qui s'est passé il y a 1 année, les Russes ne vont pas déclarer une guerre aux États-Unis à cause de cela. Mais si des objectifs centraux, où les Russes sont présents en tout cas, parce que les Russes sont partout là-bas, ils ne sont pas qu'à Khmeimim et à Tartus, ils ont des conseillers militaires et des spécialistes dans les unités principales en syrienne, ils sont dans la capitale, ils sont dans ils sont partout là-bas. S'il y a des victimes russes, les Russes vont répondre. Et il y a de forts risques qu'il y ait de telles victimes. Est-ce que vous croyez plausible qu'il y ait une attaque directement, par exemple, sur le port de Tartus, pour essayer de déloger les Russes d'emblée de Syrie? Parce que si on n'y arrive pas, on ne peut pas reprendre la Syrie, évidemment. Non, je pense pas. Le but, c'est pas de reprendre la Syrie. Je pense pas qu'ils en soient là. Et deuxièmement, je ne pense pas que les Américains veuillent délibérément attaquer la Russie. Ça n'a aucun sens de leur point de vue. Le problème, c'est qu'il y a une asymétrie fondamentale entre les forces russes en Syrie et les forces anglo-sionistes. Entre le dispositif militaire du commandement central américain, le CENTCOM, au Moyen-Orient, l'OTAN et les alliés, Israël par exemple, le dispositif russe est minuscule. Et en fait, s'il y a une attaque et s'il y a un combat qui commence
entre les forces russes et les forces, disons, contrôlées par les États-Unis, très rapidement, les Russes vont dépendre d'une aide qui devra venir de l'extérieur. Cet extérieur est basé sur le territoire national russe. Ça sera du sud de la Russie, ça sera de Crimée, l'Abkhazie, les aéroports au sud de la Russie, la marine russe dans la mer Noire et la Caspienne. De là pourraient venir d'autres missiles. Et le problème, c'est que si les Américains, logiquement, donc, contre-attaquent sur ces forces-là, la contre-attaque américaine, elle, toucherait le territoire national russe. Et si cela arrive, la réponse russe, dans ce cas-là, logiquement, serait de répondre à un niveau similaire, à savoir une contre-attaque conventionnelle sur le territoire national des États-Unis. Voilà le scénario catastrophe. Ce qui, évidemment, est à deux doigts d'une contre-attaque ou d'une réplique nucléaire. Bien sûr, absolument. D'un autre côté, personnellement, j'ai passé quelques semaines en Russie l'an dernier. Je me suis rendu compte d'une chose, c'est que d'abord, évidemment, le territoire est vaste et que sur tout ce territoire, l'ensemble de la population est préparée à l'éventualité d'une guerre nucléaire. Il y a des exercices, n'est-ce pas, de protection civile, il y a des abris, ils savent à peu près ce qu'il faut faire, encore que on imagine mal les choses se produire, mais ils sont prévenus. Alors qu'aux États-Unis, on s'imagine qu'un premier bombardement dans leur histoire qui frapperait une de leurs villes devrait avoir un effet sismique inouï sur cette société, qui est déjà malade en soi. C'est tout à fait exact. Ici, ce qui est effrayant, c'est pour ça que je trouve que la crise en ce moment est infiniment pire que la crise des missiles à Cuba, c'est qu'à l'époque de Cuba, la presse était totalement complètement obsédé par les risques de guerre. Ici, personne ne parle de ça maintenant. Les gens ne sont absolument pas informés. Les gens m'écrivent de temps en temps et me demandent, c'est vraiment, vraiment vrai? Et je leur dis, c'est tout à fait vrai. Pour la première fois de l'histoire des États-Unis, tout le pays est attaquable par armes conventionnelles. Durant la guerre froide, les soviétiques n'avaient pas d'armes conventionnelles capables de, par exemple, d'attaquer un objectif dans l'Arkansas, l'Ohio, l'Idaho, ou même d'ailleurs les côtes américaines. Maintenant, les Russes ont ces moyens. Ils ont les moyens militaires de détruire n'importe quel objectif militaire sur le territoire national des Américains, même non seulement le long des côtes, mais même aussi à l'intérieur des terres. C'est tout à fait exact que ça provoquerait un choc mental énorme, mais le problème, c'est que si on en arrive là, moi, je ne connais pas de modèle théorique de déescalation. L'escalade militaire, c'est très simple à modéliser. Comment est-ce qu'on arrête? Est-ce qu'on peut penser vraiment que les Américains vont dire « Ouh là là, Tampa, par exemple, qui serait un objectif parfait pour les Russes, les centres militaires de commandement à Tampa viennent d'être détruits. Nous allons négocier avec les Russes. » Ça me semble peu probable. Je pense que la réaction typique sera on va leur détruire quelque chose chez eux. Et le problème, c'est que ça prend une dynamique qu'il est pratiquement impossible d'arrêter. Deuxièmement, il faut bien comprendre que s'il est tout à fait vrai, vous avez raison, la société russe, ça fait quand même depuis 2015 que la Russie se prépare à la guerre. Et en fait, j'ai toujours dit que la guerre a déjà commencé. J'essaie d'une guerre à 80% informationnelle, peut-être à 15% économique, à 5% militaire. Ces proportions sont en train de changer. Et c'est vrai que la société russe se prépare à cela. Le problème, c'est qu'il s'agit quand même d'une guerre où, en théorie, il pourrait y avoir 100, 200, 300 millions de morts en moins de 48 heures. Oui. C'est pas une chose à laquelle on peut réellement se préparer. Il y aura des survivants des deux côtés. Même au cas maximal, il y aura des survivants des deux côtés, mais il n'y aura plus de pays organisés qui pourraient réellement fonctionner. Non. Donc nous en sommes vraiment... C'est le risque. Le risque est réel. Est-ce que c'est probable? Je ne sais pas. J'arrive pas à me convaincre qu'il soit devenu complètement fou en point d'en arriver là. Mais malheureusement, je dois dire que c'est tout à fait possible. On a déjà, ce week-end, eu un avant-goût, mais qui est le volet financier de cette guerre, puisque les États-Unis ont imposé des sanctions sur des grandes entreprises russes qui sont d'une violence jamais vue dans les relations internationales. Et on prépare maintenant, je crois que c'est un projet de loi qui est préparé par 2 sénateurs, on prépare l'interdiction aux banques russes de tout accès au dollar. C'est tout à fait exact. Ce qui s'est passé, c'est simplement... C'est une guerre nucléaire financière. Tout à fait. Bon, non, pas encore.
La guerre nucléaire serait de geler tous les avoirs russes à l'étranger ou déclencher la Russie du SWIFT ou d'interdire, par exemple, à l'Europe toute importation d'énergie de Russie. Mais on s'en approche très rapidement. Beaucoup d'experts russes disent que c'est inévitable. Mhm. J'ai tendance à croire que c'est vrai. La grande question, est-ce que les Américains sont vraiment prêts à avoir une guerre de ce type économique avec la Russie et avec la Chine en même temps? Et deuxièmement, le problème, c'est que les Européens, qui sont des lâches de tout premier ordre, sont quand même suffisamment avares et intéressés par leur propre pognon pour ne pas vouloir être les dindons de la farce. Et les premiers qui vont payer très cher, ce seront les Européens. Bien Donc, entendu. il est possible que les Américains, s'ils décidaient de continuer cette escalade économique, se retrouvent avec un problème européen beaucoup plus aigu qu'un problème russe. Les Russes, ce qui vient de se passer maintenant, c'est un vol pur et dur, c'est une attaque. C'est vrai que c'est pour la première fois des sanctions qui ont un effet économique. Ceci dit, ça fait des années que Poutine avait prévenu les oligarques en question, par exemple M. Deripaska, mais d'autres, en lui disant, si vous gardez votre fric à l'étranger, vous allez mal finir. Ils n'ont pas écouté Poutine. Quelque part, ces sanctions font sourire tous les gens qui étaient du côté de Poutine et qui voyaient venir ça de loin. Je pense que ça aura un effet très salutaire sur l'économie russe. Mais c'est vrai que les autres options dont nous discutons en théorie, ça certainement aura un impact. Même les sanctions maintenant vont avoir un premier impact économique important sur la Russie, mais je pense qu'il sera salutaire. Mais ce qui vient après cela risque d'enclencher une guerre économique entre l'Europe et les États-Unis. Est-ce que les Américains veulent avoir une guerre économique avec l'Europe et la Chine en même temps? Je ne sais pas. D'un autre côté, ça peut aussi avoir pour effet secondaire d'accélérer le découplage de diverses économies avec le dollar. Beaucoup seront échaudés, en premier lieu les Chinois. C'est exact, c'est tout à fait exact. Donc je pense que les Américains sont beaucoup plus conscients. Et vous savez, les Américains s'intéressent beaucoup à la bourse. Si vous avez un petit peu d'argent et vous avez des économies, les gens suivent de cela, c'est un thème important. Mhm. Donc ils sont beaucoup plus conscients des risques ici. Et les risques ici sont réversibles. C'est pas comme une arme nucléaire qu'une fois qu'elle a explosé, on a franchi un seuil dont on comprend plus ce qui se passe. Le domaine économique est plus flexible. Les Américains sont beaucoup plus éduqués. Les gens qui ont des intérêts économiques sont beaucoup plus nombreux, les groupes de pression. Donc quelque part, moi je préférais infiniment une guerre économique avec laquelle on peut faire marche arrière qu'un échange militaire où je ne sais pas comment on fait marche arrière. Moi, si quelqu'un pourrait m'expliquer un modèle de comment on fait marche arrière, je serais très intéressé parce que moi, j'ai jamais vu de modèle convaincant. Comment fait-on marche arrière après, par exemple, qu'un navire américain soit coulé? Ce sont bien des perspectives qu'il faut envisager dans la mesure où Trump, ce matin, a annoncé une partie de golf, c'est-à-dire nous avons de meilleurs clubs et des balles plus rapides. Oui, oui. Ça a un côté complètement irresponsable, complètement ludique dans la manière dont il le dit, mais en revanche, les uns et les autres se sont engagés, c'est-à-dire que lui s'est engagé à bombarder et les Russes se sont engagés à riposter sur les sources. Donc l'engrenage est déjà en place. C'est tout à fait exact. Il est possible que nous ne survivions pas les prochaines 48 à 72 heures. C'est tout à fait vrai. Nous en sommes vraiment. Le danger est, à mon avis, le plus grand dans l'histoire de l'humanité en ce moment. Oui, absolument. Malheureusement, je dis ça tout à fait sans exagération aucune. Cela étant, à supposer que d'une manière ou d'une autre, cette crise ne débouche pas sur la fin de tout, comment vont évoluer ces deux blocs qui aujourd'hui sont opposés? Donc l'Amérique avec sa crise sociale, financière, politique profonde, la Russie avec son développement particulier et ses alliances dans le BRICS et dans le reste du monde. Comment voyez-vous, disons, la perspective qui ne soit pas apocalyptique? Comment ces relations, parce qu'il faut bien, je veux dire, même s'il n'y a que 10% de survivants, il faudra que ces survivants s'arrangent pour vivre ensemble sur la même planète. On n'a pas de planète de rechange. Comment peut-on réorganiser une vie sur la planète et comment ces deux sociétés vont-elles évoluer? Et sans parler de l'Europe, évidemment. Si on en arrive là, je pense que personne n'a jamais modélisé ce genre de société. Je pense que il est absolument impossible de prédire. Ça dépend de beaucoup trop de détails et d'hypothèses de travail. Et en plus, réellement, en ce moment, ça n'a aucune importance.
Ce qui est important, c'est vraiment ce qui va se passer durant les prochains quelques jours. Interne aux États-Unis, il y a plusieurs scénarios. Si vous voulez un scénario optimiste, quelques coups de téléphone européens très, 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 très convaincus et très fermes. Je pense de la part des Allemands, par exemple. Macron, je ne comprends pas ce qui se passe dans sa tête. Je suis absolument atterré de voir la France plus atlantiste et même plus bête que les Anglais. Même May a déclaré « Nous allons quand même attendre les résultats d'une enquête en Syrie » et Macron qui dit n'importe quoi. Je veux dire, je comprends pas comment les Français tolèrent une telle prostitution aux Américains. Je veux dire, même un Mitterrand, qui était atlantiste jusqu'au bout des ongles, n'aurait jamais eu ce genre d'attitude, ni un Sarkozy, ni un Chirac. Mais disons, d'autres Européens pourraient, disons, prendre... c'est une option, c'est que les Européens leur passent un coup de téléphone. Deux, en théorie, il est possible que les généraux américains fassent opposition. C'est arrivé par le passé. Je pense à deux admiraux, Mike Mullen et Fallon, qui ont les deux, par le passé, dit non à leur président. Malheureusement, je crois que le type de militaire qui est au sommet du Pentagone maintenant, ce sont des petits carriéristes sans courage et sans personnalité. Mais en théorie, il est possible qu'un échange et les militaires sont en contact avec les Russes. C'est les seuls contacts qui restent, c'est les contacts haut niveau entre militaires russes et américains. Il est tout à fait possible que des généraux américains disent tout simplement à Bolton et au reste des guignols autour de Trump, écoutez, on a assez joué là. Ça, on ne le fera pas, trouver autre chose, et puis point final. Et en théorie, un contre-coup d'État militaire, même s'il est fait c'est pas hostile sud-américain, c'est pas le Chili ici, mais un coup d'État de fait contre Trump serait en fait, je dirais même, une très très bonne solution. Mais j'ai pas grand espoir que ça arrive, malheureusement. En fait, j'ai mal formulé ma question. À supposer que cette escalade ne se produise pas, c'est-à-dire qu'il y ait par exemple un bombardement plutôt symbolique pour ne pas perdre la face en Syrie, on va rester avec le même problème, c'est-à-dire l'incapacité de l'Empire de s'accommoder de l'existence d'autres pôles de puissance et d'autres pôles économiques sur la planète. La nécessité pour ces autres pôles que sont notamment la Russie et la Chine de quand même assurer une certaine stabilité autour d'eux, d'écouler leurs produits, de rétablir finalement une vie normale. Avec une telle hystérie aujourd'hui, avec de telles accusations, comment peut-on revenir à des rapports tout simplement humains, civilisés avec la Russie ? Relativement facilement, paradoxalement. Il est un autre scénario possible. Je vous rappelle que Trump avait menacé la Corée du Nord avec même trois attaques par 3 porte-avions de grands missiles et je ne sais pas quoi. Puis ensuite, il s'est complètement dégonflé et on a passé à autre chose. Les Américains ont une très très courte mémoire de ce point de vue-là. Je pense que le risque est beaucoup plus grave. Mais en théorie, il est possible d'une attaque relativement symbolique, avec une réponse assez symbolique du côté russe, qui n'ont aucune envie d'une vraie guerre. À partir de là, les Américains peuvent facilement... l'empire est fini, je veux dire. Pour lui, le fait, c'est que l'empire mondial tenu par un pouvoir hégémonique, c'est fini. Tout ça, c'est déjà fini aujourd'hui. Donc la seule question, c'est de savoir comment ça sera géré par les Américains. Bon, ils n'ont pas trop le choix et puis ils ont tellement à faire intérieurement qu'ils pourraient relativement geler les relations avec les Russes au niveau rhétorique et économique. En gros, obtenir le genre de coexistence froide et hostile qu'ils ont avec la Corée du Nord ou qu'ils ont eu sous Obama avec l'Iran. Donc on se déteste mutuellement, on se méprise mutuellement, mais on ne fait pas la guerre. C'est tout à fait possible. Mais ce qu'il faut maintenant, l'urgence, c'est d'arrêter la politique absolument irresponsable de Trump qui ne comprend absolument pas. Je pense que réellement, les civils autour de Trump ne comprennent pas les mécanismes d'escalade et le risque qu'ils font prendre toute la planète. Mais si par la miséricorde divine ou par l'action des généraux américains ou grâce à Mme Merkel ou des banquiers européens ou qui vous voulez, des Chinois, nous pouvons survivre à la semaine qui s'annonce maintenant, là je serais paradoxalement optimiste parce que la Syrie militairement est perdue, la guerre contre la Russie n'a aucun intérêt
Et la puissance américaine n'est pas utilisable ni contre l'Iran, ni autre part. Même contre le Venezuela, il n'y a pas vraiment de bon scénario. Donc, en fait, dès que la puissance américaine, par consensus et de façon publique, pas seulement parmi les experts, devient inutilisable, c'est la fin de l'hégémonie américaine. Et le monde deviendra finalement ce que veulent tous les autres, à savoir un monde multipolaire, avec des modèles de développement économique, sociologique, religieux, spirituel et culturel différents, où les relations entre États seraient effectivement et réellement, et pas seulement théoriquement, régies par le droit international et pas par la loi de la jungle. J'ai encore une question qui me vient à l'esprit. Vous connaissez sans doute un petit peu la communauté russe aux États-Unis. Il doit y avoir quand même pas mal d'expatriés là-bas. Je ne sais pas si vous avez une idée des chiffres. Il y a peut-être 1 million de Russes. Oui, ou même plus. Ça dépend ce qu'on considère comme russe, parce qu'il y a au moins 3, je dirais 4 vagues d'immigrés. Depuis la vieille génération de mon genre, à savoir que c'est mes arrière-grands-parents qui ont émigré quand ils étaient enfants, jusqu'à des émigrés très récents. Il y a les juifs des années 70, il y a les intellectuels qui n'étaient pas payés durant le communisme. Il y a effectivement 1,5 million à 2 millions de Russes, je pense, ici, au moins. Or, on se souvient que lorsque la guerre a été déclenchée avec le Japon en 1941, qu'est-ce qu'on a fait? On a mis tous les Japonais des États-Unis dans des camps. Oui. Est-ce que vous pensez qu'il soit crédible que de telles mesures soient prises contre, disons, ne serait-ce que les détenteurs de passeports russes aux États-Unis? Oui. Est-ce que les gens sont conscients? Est-ce qu'il y a déjà des signes avant-coureurs? Est-ce qu'ils sont surveillés? Je pense que tous les Américains sont surveillés. Oui, de toute façon. De toute manière, les Russes, ça dépend de leur niveau d'activité politique. Mais oui, je pense que tout le monde est sur surveillance ici. Les listes sont prêtes. Et si besoin, on prendra les activistes. Et, soit, dans mon cas, j'espère que je serai expulsé, n'ayant pas de passeport russe. Mais je pense qu'il est tout à fait possible qu'il y ait des arrestations préventives en masse, surtout de ceux qui auraient un potentiel de dissidence politique. Oui, tout à fait. Tous les soi-disant droits de l'homme et droits civiques et tout ça, c'est une grosse farce ici. Le pouvoir fera ce qu'il veut, et même si c'est complètement idiot. Sans oublier tous les divers complices, entre guillemets, qu'on pourra identifier comme M. Hunz et comme d'autres. Oui, tout à fait. Écoutez, quand on en est à accuser Ron Paul d'être un agent de Poutine, oui. Ou McCain, l'autre jour, qui est-ce qu'il a accusé? McCain a fait une accusation qui était totalement surréaliste. Alors, je me souviens pas de qui, mais encore une fois, c'était du genre Ron Paul. Je veux dire, ces gens sont des patriotes libertaires américains et ils sont accusés d'être des agents de Poutine. Et selon la loi américaine, un agent d'une puissance étrangère ne bénéficie plus des droits civiques des États-Unis. C'est complètement surréaliste. C'est bien pire que l'époque. Jamais en URSS, par exemple, ça n'est jamais arrivé là. Tout le scénario est en place, il ne reste plus qu'à prier pendant la semaine qui vient. Écoutez, je pense que c'est tout à fait littéralement, on en est là. Mon seul espoir, c'est la miséricorde divine. Vraiment, je dis ça sans aucune exagération. C'est exactement ce que je pense. Seul Dieu maintenant peut arrêter cette folie. Il y a cette phrase du Coran que j'adore de mon ami Cheikh Imran Hussein qui dit l'homme fait des plans, Dieu fait des plans, mais Dieu est le meilleur des planificateurs ou planifie mieux que l'homme. Et j'espère que c'est ça. Au nom de tous les innocents qui existent, comme pour Sodome et Gomorrhe, j'espère que Dieu aura pitié de nous. Et moi, j'espère que nous pourrons reprendre cette conversation dans une semaine. Je vous le souhaite et je me le souhaite aussi. J'en suis là. Merci beaucoup. Il n'y a pas de quoi. À très bientôt. Je l'espère aussi. Au revoir.